Bonjour, je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité. Moi, je suis Bénédicte Leroux, je suis pédiatre en réanimation pédiatrique à Nantes, qui est une réanimation médico-chirurgicale polyvalente. Et je fais partie du groupe de nutrition sur les soins intensifs pédiatriques. Je vais donc essayer de vous parler des enjeux nutritionnels dans la ventilation chronique. Alors au départ, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit que c'était assez vaste, que j'étais pédiatre, qu'il y aurait des adultes et qu'il y avait plein de pathologies que je ne connaissais pas. J'ai commencé par me dire qu'est-ce que c'est que le handicap neurologique. Finalement, ça regroupe quand même énormément de pathologies qui sont très diverses, de l'encéphalopathie anoxo-ischémique à la maladie neuromusculaire, avec une malnutrition qui est fréquente dans ces pathologies, avec des études. Alors il y a très peu d'études sur la nutrition dans ce domaine-là, mais en tout cas on a entre 10 et 55% selon les études et selon les pathologies de malnutrition, sachant que la malnutrition, ça va être soit la dénutrition qui arrive dans la plupart des cas et qui va finir par arriver dans les pathologies avancées, ou l'obésité dans certaines pathologies, en particulier les myopathies au moment où ils perdent la marche. Sullivan avait montré en 2002, et c'est assez logique, que plus le handicap est sévère et plus la dénutrition va être importante. Et on sait que la malnutrition, elle est corrélée à une morbimortalité. Alors il y a beaucoup d'études, moi c'est ce que je connais, de réanimation adulte et pédiatrique qui montrent que quand on est dénutri à l'arrivée en réanimation, il y a des conséquences sur la durée de ventilation, d'hospitalisation et sur la mortalité. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a comme facteur de risque de malnutrition dans les handicaps neurologiques? Alors on peut avoir des insuffisances d'apport qui peuvent être liées à beaucoup de facteurs, des facteurs mécaniques comme des difficultés, des mauvaises coordinations de la main vers la bouche, la longueur des repas, quand ça dure très longtemps, il y a un moment où on mange moins, l'impossibilité pour certains patients d'exprimer leur satiété, et donc c'est les aidants, les parents ou la famille qui gèrent la faim, et puis les douleurs par œsophagite qui peuvent exister. Les médicaments des pathologies peuvent aussi entraîner des risques de dénutrition, des médicaments qui peuvent entraîner des nausées, des vomissements, une diminution de la satiété. Le médicament qu'on donne dans la sclérose latérale amyotrophique, je crois, donne des pertes de goût qui peuvent aussi être des facteurs de risque de dénutrition. On a tout ce qui est troubles de l'oralité, on en a parlé. Alors chez les petits, ça peut être une difficulté de la succion, c'est tous les troubles de déglutition qui existent dans différentes pathologies, des capacités limitées pour mâcher, une hypersialorée qui peut empêcher aussi de manger correctement. Si on parle de plus de l'obésité, chez les enfants myopathes ou les jeunes adultes, au moment où ils perdent la marche, s'il n'y a pas de modification des ingestats alimentaires, il va y avoir plus un surpoids. Et puis l'insuffisance respiratoire, tout est lié. Quand on est dénutri, on a plus de mal à respirer. Quand on a du mal à respirer, on a plus de mal à manger. Donc il faut jouer sur les deux plans. Et puis on en parlera tout à l'heure, la dépense énergétique de repos, elle est modifiée dans certaines situations. Alors si on revient sur la ventilation, donc dans cet article qui remontrait quels étaient les effets de la ventilation, enfin de la malnutrition sur la ventilation, donc on sait ça joue sur les muscles respiratoires, sur les muscles diaphragmatiques, sur la contractilité, sur l'hypercapnie, donc il y a des conséquences, c'est lié. Une malnutrition, ça peut entraîner plus d'infections. Il peut y avoir toutes les pneumopathies d'inhalation qui peuvent exister quand il y a des troubles de déglutition. Donc la nutrition, c'est lié à la ventilation. Alors finalement, il faut savoir ce qu'il faut faire et comment améliorer les choses pour éviter peut-être une ventilation invasive trop précoce. Mais au départ, il faut quand même commencer par faire une évaluation de l'état nutritionnel. Chez l'enfant, il y a des recommandations de l'EFSGAN de 2017 chez l'enfant qui a des atteintes neurologiques.
Il faut commencer par des choses qui sont très simples. C'est très simple, mais c'est pas toujours fait et c'est parfois compliqué à faire. Déjà, c'est le poids. Qui n'est pas toujours facile à prendre en considération, enfin à prendre en compte quand on a, d'abord qui n'est pas facile toujours à avoir quand les patients sont alités et ne peuvent plus se lever. On peut avoir aussi des œdèmes qui vont faire que le poids qu'on a n'est pas vrai. Et donc, il y a quelques maladies où il y a des courbes de poids spécifiques, mais ce qui va être surtout important, ça va être de suivre la cinétique de la courbe de poids et de voir à un moment si la courbe de poids s'arrête ou diminue, ou s'il y a une cassure, et chez les enfants, si ça n'augmente pas. La taille, elle va être importante aussi, mais là aussi, on sait que c'est difficile chez les patients alités ou ceux qui ont des scolioses ou des déformations importantes. Donc, on a des mesures qui permettent d'estimer la taille qui existe quand on prend soit la mesure de l'ulna, éventuellement. Donc il y a des tables qui existent, mais là encore, c'est pas toujours très simple, mais c'est quand même important de le faire. Et finalement, on va pas regarder que le poids et la taille. Alors, on va regarder, en tout cas chez l'enfant, tout ce qui est les références OMS, et puis on va regarder les Z-scores pour évaluer l'état nutritionnel. Donc c'est le poids pour l'âge, ça va être plus la dénutrition aiguë. La taille pour l'âge, ça va être plus la dénutrition chronique. Et finalement, ces mesures anthropométriques, elles sont très bien, mais ce qu'il va falloir regarder, c'est la composition corporelle, parce qu'on peut avoir un poids important et avoir plus de masse grasse que de masse musculaire. Et dans ces cas-là, ça ne va pas forcément, on va se dire que c'est bien, mais on n'aura pas les bons muscles. Donc on a la mesure du pli cutané tricipital qui peut être faite, mais qui est parfois douloureuse, et puis le périmètre brachial. Et puis surtout, il faut être expert et il faut que ça soit toujours la même personne qui le fasse pour pouvoir évaluer. Il y a des tables qui existent aussi. Ce qui est intéressant, c'est l'impédance-métrie corporelle totale qui va nous permettre d'avoir la masse grasse et la masse maigre, et l'absorptiométrie biphotonique au rayon X éventuellement. Alors, c'est pas facile à avoir, et puis en plus, c'est irradiant. Cette étude chez l'adulte, chez l'enfant ventilé à domicile, montrait que finalement, il n'y avait pas toujours une très bonne corrélation entre l'impédance-métrie et les mesures anthropométriques. Donc probablement qu'il faut... Alors c'est sur une faible population, hein, il n'y avait que 20 patients, mais c'est quand même intéressant à savoir. Et cette revue de la littérature également en pédiatrie disait que c'était quand même... tout n'est pas toujours très bien corrélé, et donc probablement qu'il faut un suivi, une cinétique et plusieurs mesures. Alors une fois qu'on a évalué notre état nutritionnel, il faut savoir, on se dit très bien, il va falloir les nourrir, mais combien on va leur amener? Quels sont leurs besoins énergétiques? Là encore, il n'y a pas de recommandation spécifique selon les pathologies. Et puis si on prend pour l'enfant les apports recommandés pour l'âge, parfois on peut surestimer les besoins. Donc ce qui est intéressant finalement, c'est la dépense énergétique de repos qui permet de dire exactement ce qu'on dépense, avec comme méthode de référence la calorimétrie indirecte. Donc dans l'idéal, il faudrait faire une calorimétrie indirecte à tout le monde. Alors c'est pas toujours très simple. D'abord, tous les services n'ont pas de calorimètre. Ça prend du temps. Il faut faire des mesures répétées. Il ne faut pas faire une mesure de temps en temps. Il faut que ça soit du personnel formé. Et puis, dès qu'on a des fuites, en fait, c'est pas fiable. Donc ça veut dire que tous les patients qui sont en VNI, on ne peut pas leur faire de mesure de calorimétrie. Chez l'enfant, en plus, le calorimètre de référence n'est plus commercialisé. Donc, il y a d'autres calorimètres qui existent, mais on ne peut pas les comparer au calorimètre de référence. Et donc, on peut s'aider en se disant que la dépense énergétique de repos, elle va être modifiée dans certaines situations. Elle va être diminuée chez les patients qui ne bougent pas. Elle va être diminuée chez tous ceux qui sont mal nourris, enfin dénutris, ceux qui n'ont aucune activité physique. On a une diminution de la dépense énergétique, donc eux, il faudra leur emmener moins. Et puis, par contre, ceux qui ont des tremblements, les encéphalopathies convulsivantes, tous ceux qui sont en VNI, qui ont une détresse respiratoire, ils vont avoir probablement une dépense énergétique qui va être augmentée. Donc on a essayé de voir s'il y avait des équations qui pouvaient aider à calculer cette dépense énergétique.
En réanimation pédiatrique, on utilise l'équation de Schofield, qui correspond à 65% à peu près des apports nutritionnels conseillés. La même étude que je vous montrais tout à l'heure essayait de comparer cette équation avec les mesures avec les mesures de calorimétrie, et montrer que c'était pas bien corrélé. Ça peut sous-estimer ou surestimer. Alors, ce qui était pas mal, c'est qu'ils ont mis une autre formule avec la mesure de la VCO2 qui était corrélée, mais bon, il faut une mesure de VCO2, donc c'est pas très simple. Les SGAN donnent pour l'évaluation de besoins énergétiques plusieurs formules qui existent que vous pouvez retrouver dans leurs recommandations. Et donc, si on est en ventilation invasive ou non invasive, comment sont les besoins énergétiques? Donc, il n'y a pas de recommandation quand on est intubé ventilé. Il y a plein d'études en réanimation qui montrent que la dépense énergétique, elle est quand on est intubé, ventilé, sédaté, en tout cas au début du séjour de réanimation, la dépense énergétique est baissée, qu'il ne faut probablement pas trop les alimenter. C'est probablement pas vrai pour les patients qui sont ventilés en ventilation chronique. Et pour la ventilation non invasive, puisque je vous disais, on ne peut pas faire de calorimétrie indirecte. Nous, les recommandations qu'on donne, c'est 70-80% des apports nutritionnels conseillés, mais c'est pas forcément basé, enfin, c'est absolument pas basé sur des études avec un haut niveau de preuve. Si on regarde les besoins protéiques qui peuvent être aussi un peu différents, il faut savoir que si on ne donne pas une alimentation complète parce que la dépense énergétique est baissée, du coup on va donner moins de protéines. Alors que finalement, on se dit que les protéines c'est quand même bien pour les muscles, et donc il faut au moins les mêmes apports qu'un enfant sain. Et puis probablement que quand on a des escarres ou quand justement on a diminué les apports énergétiques, il faut peut-être donner un peu plus de protéines. Il ne faut pas oublier les micronutriments aussi qui sont très importants, qu'il faut donner dans l'alimentation et surveiller de façon régulière. Et donc finalement, une fois qu'on a regardé notre état nutritionnel et les besoins énergétiques, quand est-ce qu'on se dit, là, il va falloir qu'on fasse quelque chose de plus. Donc les SGAN suggèrent de s'alerter quand on a, chez l'enfant en tout cas, des signes de dénutrition sur les courbes qu'on a, des signes de diminution de la masse musculaire, ou alors une courbe qui chez l'enfant s'arrête, ou alors une cassure de la courbe, une perte de poids. Alors comment on peut faire? Donc il y a plusieurs choses. Il y a l'alimentation orale. Ce qui est important, c'est que tous ces patients qui ont des pathologies chroniques, il doit y avoir une prise en charge de l'ensemble des organes, et la nutrition, elle va être importante. Et la prise en charge nutritionnelle, il va falloir la faire tôt dans le projet thérapeutique. En multidisciplinaire, c'est-à-dire avec les aidants, avec les familles, parce que ça va être très important. Donc il va falloir les aider pour l'alimentation orale. Il faut que l'enfant soit bien positionné, il faut utiliser les bons ustensiles pour pouvoir réussir à manger, il faut traiter une hypersialorée si on peut le faire. Et puis il faut interroger les aidants et les familles sur le temps d'alimentation. Si l'alimentation dure trop longtemps, c'est probablement qu'une alimentation orale ne sera pas suffisante. Il faut noter les ingestats, parce que combien de fois on vous dit « mais non, il mange bien ». Non, je vous assure, il mange bien, et si vous prenez une feuille et que vous calculez exactement ce qu'il mange en nombre de calories, il ne mange rien du tout. Donc ça va être important. On peut faire des enrichissements, donc en rajoutant du gras, du beurre dans les aliments. Et puis il y a aussi des compléments nutritionnels oraux qui peuvent être, qui existent. Alors il y en a beaucoup, il faut choisir là aussi avec les patients ce qu'ils peuvent aimer et qui sont une prescription médicale. Il faut bien sûr traiter tout ce qui peut être un frein à l'alimentation, donc c'est traiter le reflux gastro-œsophagien, mettre des IPP, traiter la constipation, on a dit traiter l'hypersialorée, et puis prendre en charge les troubles de la déglutition avec de l'orthophonie, et ça vous connaissez mieux que moi tout ce qu'il faut faire. Et donc finalement, quand est-ce qu'on met une nutrition entérale ? Dans l'idéal, il faudrait la mettre avant qu'on ait l'apparition d'une dénutrition, et il faudrait y penser assez rapidement. Il faut réussir à dire qu'il faut mettre une nutrition entérale, en parler aux familles. Il faut d'abord y croire soi-même pour bien le présenter aux familles.
Si on leur dit ça va faire un peu mal, la sonde gastrique, ben, on n'a pas très envie de la mettre non plus. Donc il faut essayer de bien expliquer les choses. Et donc les recommandations, c'est quand on a des apports nutritionnels qui sont en dessous des recommandations, quand finalement parfois on a des troubles de déglutition avec des pneumopathies d'inhalation qui fait que l'alimentation orale, elle va être contre-indiquée. Et donc là, il faudra mettre une alimentation entérale. Et ce qu'on sait, c'est que une étude en 2001 montrait que l'alimentation entérale, ça améliorait l'état nutritionnel, en tout cas sur le plan anthropométrique. Et il y a d'autres études qui montrent aussi que ça améliore la qualité de vie des aidants, parce que quand on passe moins de temps pour les repas, l'alimentation peut parfois rester un plaisir. Si on regarde, on revient sur la ventilation. Alors qu'est-ce qu'il y a sur la nutrition entérale et la VNI? J'ai regardé ce que je connaissais, donc ce qu'on pouvait faire en pédiatrie. On avait fait une enquête en 2018 sur les bronchiolites. Donc c'est chez nous en pédiatrie, chez les enfants sains, c'est une pathologie pour laquelle on peut mettre assez facilement de la VNI. Finalement, l'alimentation, elle était arrêtée dans 24% des cas, avec plein de craintes qui existaient. Alors, plein de croyances. Dans 90% des cas, l'alimentation était arrêtée en disant si j'arrête l'alimentation, il va diminuer son travail respiratoire. Parfois, c'était pour dire il va s'aggraver, je l'intuberai. Ça pouvait être aussi pour diminuer la distension gastrique ou pour diminuer les vomissements. Tout cela n'est absolument pas, il n'y a aucune preuve pour dire que ça donne ces effets-là, mais en tout cas, c'est les croyances des médecins. Et c'est important à savoir. Une autre étude chez des enfants en VNI aussi, rétrospective, qui montrait que finalement les effets indésirables, il y en avait, mais il n'y en avait pas tant que ça, et que parfois ils étaient liés juste à une sonde nasogastrique qui était mal positionnée. Et pour revenir à l'enfant qui a avec une atteinte neurologique, l'équipe qui avait regardé déjà les corrélations avec les équations a aussi regardé, a donné à manger plus aux enfants, et on regardait pré- et post-intervention. Donc il y avait une amélioration de l'état nutritionnel, et puis ils ont calculé le volume minute, et puis ils avaient une amélioration aussi sur le volume minute. Alors qu'est-ce qu'on donne ? Maintenant qu'on sait qu'on doit les alimenter, qu'il faut mettre une entérale, les produits, pour l'enfant en tout cas, c'est des produits polymériques qui sont adaptés à l'âge de l'enfant. Donc il y a les produits en première intention, c'est les produits isocaloriques. Mais chez les enfants qui ont une dépense énergétique qui vont être diminuées, qui ne vont pas bouger, il y a des produits qui existent, qui sont réduits en énergie, mais qui permettent d'amener la même hydratation et les mêmes micronutriments que devrait avoir un enfant à cet âge-là. Et puis il y a des enfants qui ont une dépense énergétique augmentée, ou alors qui ne tolèrent pas un certain volume. On sait qu'à partir d'un certain volume, on n'arrive pas à augmenter l'alimentation, et cela, ça peut être intéressant de mettre une alimentation qui est riche en énergie, qui permet de diminuer le volume de l'alimentation si on veut garder les mêmes calories. Alors est-ce qu'il faut mettre en bolus, est-ce qu'il faut mettre en continu? Là aussi, c'est des discussions en fonction de la personne, en fonction des aidants. Parfois, ça dépend si on continue la nutrition orale ou pas. Ça peut être une alimentation en continu nocturne qui va être en supplément de l'alimentation orale dans la journée, qui va permettre d'avoir une alimentation plaisir, et même si elle n'est pas très importante, on sait qu'on amènera le bon nombre de calories. Ça peut être en bolus aussi dans la journée. Et donc les voies, donc c'est la sonde nasogastrique, la gastrostomie, si la nutrition entérale au prolongé, et puis éventuellement la jéjunostomie qui peut être discutée quand on a des intolérances digestives ou des patients qui vomissent beaucoup. Dans ces cas-là, l'alimentation, elle est toujours en continu, donc c'est pas toujours facile à faire accepter. Alors ça peut être en continu sur 15 heures par exemple, mais ça sera en continu, donc pour la qualité de vie, c'est un petit peu différent. Alors si on regarde la gastrostomie, ce qu'on a comme étude, ça montre que ça améliore l'état nutritionnel, que ça peut améliorer la qualité de vie, parce que finalement on maintient les repas plaisir, on évite la sonde nasogastrique qui peut être gênante. Une Cochrane de Mitrel disait qu'il n'y avait pas de supériorité de la gastrostomie versus la sonde nasogastrique chez les enfants qui avaient une atteinte cérébrale sévère.
Et donc, si on sait que la nutrition va être longue, il faut mettre une gastrostomie. Là encore, c'est des discussions avec les familles. Il y en a pour qui la gastrostomie, c'est un geste supplémentaire qui va être extrêmement difficile. Il y a des complications qui sont décrites, mais qui sont peu importantes quand l'enfant n'a pas une atteinte respiratoire extrêmement sévère. Et donc il faut parfois laisser du temps aussi aux familles d'accepter. Nous, on a eu des enfants comme ça où les parents ont refusé, et puis finalement, au bout de plusieurs hospitalisations, on a réussi à les amener vers la gastrostomie. Il faut toujours se laisser le temps là. Est-ce qu'il faut le faire dans le même temps qu'une trachéotomie? Alors ça, c'est possible, on peut le faire dans le même temps qu'une trachéotomie. Ça va dépendre de l'indication de la trachéotomie et de ce qu'on imagine de la nutrition qui va pouvoir être possible. Et bien sûr, il faut l'adhésion familiale. Là, je vous remontre, on ne voit pas beaucoup, mais c'était pour montrer que c'était beaucoup d'études différentes qui montraient que quand même, pour les aidants, la gastrostomie, ça pouvait être un gain, ça pouvait faire une amélioration de la qualité de vie. La jéjunostomie, alors pour diminuer les pneumopathies d'inhalation, il y a eu plein d'études, il y a une Cochrane qui dit, enfin il n'y a rien de prouvé avec une évidence médecine haute. On peut la mettre en effet quand on a des vomissements importants, mais c'est ce que je vous disais, il faut une alimentation continue. Et puis dernière chose, quand vous réalimentez vos patients si vous êtes arrivé au stade de dénutrition importante, parce que parfois, même si on fait attention, ils sont très dénutris, il ne faut pas les réalimenter plein pot d'emblée, parce qu'il y a le syndrome de renutrition inappropriée qui peut être grave et qui peut avoir des conséquences respiratoires aussi. Les facteurs de risque, c'est une dénutrition sévère ou une dénutrition moyenne avec des facteurs aigus surajoutés. Ça donne des hypophosphorémies, donc il faut suivre, et avec toutes les conséquences cardiaques qu'il peut y avoir, des hypokaliémies, des hypomagnésémies, des déficits en vitamines, des rétentions hydrosodées et donc des insuffisances respiratoires qui peuvent exister. Le traitement, c'est d'abord préventif, c'est une renutrition progressive, avec des supplémentations en phosphore quand ils sont très dénutris que vous pouvez faire en systématique, et des supplémentations en thiamine et en acide folique chez les patients qui sont très, très à risque. L'EBSGAN, si ça vous intéresse, avait proposé voilà, un algorithme pour les enfants en fonction de l'alimentation, de ce qui est pris, quand est-ce qu'on passe à une nutrition entérale ou parentérale. Ce qui est, pour conclure, alors je ne sais pas si j'ai réussi à répondre aux questions que vous vous posiez sur est-ce qu'on peut améliorer l'état respiratoire avec une évaluation de l'état nutritionnel. Je pense qu'on peut le faire et que la nutrition, c'est très important. Les deux sont liés. L'évaluation de l'état nutritionnel est indispensable. Un bon état nutritionnel, c'est une meilleure fonction respiratoire. La ventilation non invasive, ce n'est pas une contre-indication à une alimentation entérale. La nutrition entérale, il faut qu'elle soit précoce, adaptée, avec une gastrostomie à discuter peut-être précocement quand on sait que ça va durer longtemps. Le suivi nutritionnel, il va être très important. Il ne suffit pas de dire je vais les nourrir, mais c'est important de suivre leur courbe et d'adapter un peu en fonction. Et la prise en charge, elle doit être multidisciplinaire avec la rééducation, les orthophonistes, les kinés et la famille. Parce que ce qui va être important, c'est d'améliorer la qualité de vie. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette revue. Moi, je suis pneumologue adulte et en fait, on est confronté à une dégradation très souvent parallèle de l'atteinte respiratoire et de l'état nutritionnel. Et on attaque souvent en même temps, donc soit on augmente la VMI, c'est déjà là, soit on l'installe la nuit. Et on se retrouve des fois déjà 6 mois après avec un patient qui a certes une gastrostomie, mais qui ne l'utilise plus du tout, parce que le fait de le ventiler, il a récupéré sa fonction bulbaire en partie, il peut remanger alors qu'il ne pouvait plus. Donc, comment vous faites dans ces... Parce que finalement, j'ai presque l'impression qu'on va trop vite au niveau nutritionnel. C'est nécessaire à ce moment-là, mais on se retrouve avec des patients qui sont très équipés et qui n'utilisent plus leur équipement. Nous, j'avoue que chez l'enfant, on se dit que c'est pas grave. S'ils n'ont plus besoin de leur gastrostomie, tant mieux, on est content.
Les adultes, mais bon, maintenant, c'est peut-être indifférent. Après, est-ce que le bon timing, il est difficile à trouver, et savoir exactement si c'est toujours un pari sur l'avenir, sur l'amélioration de l'état nutritionnel. Probablement quand même de leur mettre une gastrostomie pendant un certain temps permet de les améliorer. La sonde nasogastrique avec une ventilation non invasive, ça fait des fuites en plus, donc c'est pas l'idéal. Donc parfois la gastrostomie, c'est quand même simple. Après le bouton, il s'enlève. Je sais pas, moi j'ai pas des enfants chroniques des enfants chroniques dont je m'occupe. On discute toujours longuement des gastrostomies. Il y a des parents, nous, qui préfèrent avoir des sondes nasogastriques à domicile pendant des mois parce que pour eux, la gastrostomie, ça a une représentation qui est trop difficile ou une avancée de la maladie qui est trop difficile à accepter. Donc on fait aussi en fonction de ça par moment. Merci beaucoup. C'était juste pour rebondir. En fait, moi, je trouve que la gastrostomie, même quand on s'en sert plus, elle a le mérite d'être là. Et que parfois, si le patient se dégrade un petit peu plus tard, en fait, si à un moment donné, il est encombré, qu'il a plus de mal à déglutir, on peut être vraiment content de pouvoir avoir une voie d'abord pour des médicaments ou pour le soutenir, en fait, au niveau alimentaire à un moment où sa déglutition va être plus fragile. Et une gastrostomie qui ne sert pas pendant un moment, c'est pas forcément très gênant quand elle n'est pas douloureuse, quand elle est bien tolérée. Je pense que c'est pas un problème.